Pour l'ONU, le terrorisme correspond aux actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, chez un groupe de personnes ou chez des particuliers. Ce sont des actes qui sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l'on puisse invoquer pour les justifier. Ainsi, le terrorisme existe quels que soient les motifs, mais toujours selon l'emploi de certaines méthodes criminelles spécifiques. On a tendance à faire naître le terrorisme avec le 11 septembre, et pourtant, le terrorisme existe depuis l'origine de la société moderne. Le terme est forgé d'après la Grande Terreur sous la Révolution française, où les manipulations politiques ont eu pour effet de déstabiliser la société. Fin 19e siècle, ce sont des vagues d'attentats anarchistes qui visent les hommes politiques et parviennent à assassiner le tsar Alexandre II, mais aussi le président de la République, Sadi Carnot, et le président américain McKinley. Il faut s'imaginer les désordres provoqués. L'Allemagne d'Hitler et l'Empire d'Hirohito seront également la cible d'attentats, mais on se réfère à ces derniers en employant le mot de résistance. Peu après, ce qu'il reste des empires coloniaux s'effondre alors qu'ils sont frappés par des séries d'attentats. C'est le cas en Inde, en Palestine, en Algérie. On se souviendra aussi des années 60 et 70 avec des vagues d'attentats d'extrême gauche, les Brigades Rouges, la fraction Armée Rouge, et d'extrême droite, l'OAS. Mais depuis les années 90, un nouveau terrorisme avec un visage religieux s'élève. Il est bien sûr question du terrorisme islamique. Les attentats de Paris et de Bruxelles choquent par leur violence inouïe, mais n'oublions pas qu'avant ce sont Londres, Madrid et bien évidemment New York qui ont été ciblés. Le phénomène n'est pas entièrement nouveau. Non, ce qui est nouveau, c'est la méthode employée. On ne s'attaque plus à une personne ou à un groupe précis, on s'en prend aux populations civiles. Et là, tout le monde prend peur. Si bien que, et c'est là l'objectif des terroristes, la réaction de la société démocratique est de s'écarter du libéralisme par des mesures d'exception pour entrer dans le tout sécuritaire. Pourquoi, me direz-vous ? Mais pour précipiter nos régimes dans le totalitarisme et donc nous pousser à la radicalisation. C'est froid, c'est logique, et le pire, c'est que ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant merci les militaires d'être là pour nous protéger, bon courage à vous, on sait que c'est dur. Il y a pas mal de petits remerciements comme ça qui font chaud au cœur, quoi. Il y aurait donc un cercle infernal pour les sociétés libérales. En se confrontant au terrorisme, pas d'autre choix que de bazarder la démocratie et ses principes. On bombarde, on envahit, on emprisonne. On surveille, on censure, on réprime. Le problème est que la société libérale ne peut s'accommoder de mesures d'exception. Elle a besoin d'être libre pour être critique. Elle doit pouvoir s'exprimer, manifester, faire de la politique à l'abri de la peur. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mis en place le système global d'écoute PRISM, dévoilé par Edward Snowden. Et quoi que puisse dire Washington à ce sujet, toutes les données américaines et étrangères transitant par Internet sont systématiquement collectées et conservées dans des centres de stockage. So, if I make a phone call, send a text message, do a Google search on my phone, that's information that could end up at this data center in Utah? Oh, definitely, any kind of communication. Eh bien, ne soyez pas étonnés si notre propre gouvernement fait la même chose sans en dire mot. Sous couvert de protéger les citoyens, l'État français se rend coupable d'abus injustifiés, que le syndicat de la magistrature dénonce comme un détournement de la lutte contre le terrorisme visant des militants sans lien avec des entreprises terroristes. Il est question ici d'assignation à domicile, de garde à vue, de perquisition nocturne et surtout de l'interdiction de manifester. Après plus d'une décennie à combattre en Afghanistan et en Irak, on voit bien que l'on ne peut éliminer le problème par des moyens conventionnels. Et c'est pourtant ce que nous essayons de faire avec le groupe terroriste le plus en vogue actuellement. Il faut être plus lucide et se demander d'où vient l'argent qui finance ce groupe. Sans moyens financiers, pas d'armes, pas de bombes, pas de billets d'avion. Il faut également se demander comment de jeunes Français et d'autres Occidentaux peuvent avoir assez de bêtises ou de volonté pour combattre auprès de ces groupes radicaux, puis s'en prendre à leurs propres concitoyens. S'étonnera-t-on encore une fois de suivre des parcours faits de familles décomposées, d'échecs scolaires, puis de passage de petites frappes au grand banditisme avant une radicalisation en prison ? Va-t-on hausser le sourcil une fois encore et balayer l'évidence d'un coup de main en l'air, ou bien nous attaquer aux racines du problème ?
La précarité des mères seules, l'échec de la DAS et des foyers pour jeunes, l'école qui crée de l'inégalité, la police qui peine à poursuivre la criminalité, les prisons qui créent des récidivistes. Dans le fond, une société libérale ne peut se prémunir entièrement du risque terroriste. J'en veux pour preuve les attentats d'Oklahoma City en 1995, ceux de Tokyo par la secte Aum Shinrikyo, ou plus récemment ceux de l'île du Toya en Norvège en 2011. Il y aura toujours des fous alliés, blancs, jaunes, noirs, croyants, athées. Et à défaut de mettre tout le monde en détention préventive, on peut chercher à améliorer la société par d'autres moyens. Pour vivre en société libre, il faut accepter une certaine dose de danger, car si c'est la sécurité que l'on fait primer en permanence, il faut renoncer définitivement à la liberté. Comme le pose Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre.